Me llamo Miguel Beistegui, soy filósofo y profesor y crea en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Antes de todo, quería agradecer a los directores del festival, Javier Moscoso y Daniela Vélez, y al Instituto Francés por haber concebido y orquestado este encuentro. Obviamente y sobre todo, quiero agradecer a Michel Houellebecq por haber aceptado esta invitación. Es un placer entrar en conversación con usted. Antes de empezar nuestra conversación, una conversación que haremos en francés, pero quería decir algo en castellano antes, quería decir algunas palabras de introducción sobre la obra de Michel Houellebecq. Es, como saben, ¿no?, una obra monumental, un conjunto de novelas y de novelas con géneros muy variados, policíacos, novelas de anticipación, novelas distópicas, cuentos filosóficos, un conjunto de novelas, de poemas y de ensayos. Es Michel Houellebecq el autor más conocido, más traducido y leído en Francia, vivo en Francia hoy. Su obra y sus declaraciones y posicionamientos generan debates apasionados y a veces hostiles. Para muchas personas, Michel Houellebecq es el enfant terrible y el agent provocateur de la literatura francesa, que suscita polémicas, en particular sobre la religión musulmana especialmente, las mujeres, sobre temas sociales como el papel de la sexualidad en nuestras sociedades, como la eutanasia, la gestión de la vejez, el declino de la civilización occidental, la tecnociencia, la manipulación genética y otros temas de este tipo. Pero hoy no vamos a abordar su obra a través del prisma de la controversia, sino de su relación, una relación compleja y multidimensional con las ideas. Y con esa relación en mente, leyendo y releyendo su obra, tanto novelesca como poética, me pareció que surge esa obra de dos fuentes distintas, pero también mezcladas. La primera es fisiológica, física, psicológica también, y se puede resumir con tres palabras que leemos en letras mayúsculas al inicio de una colección de poemas suyas, y que dice en francés d'abord la souffrance, primero o al principio el sufrimiento. Para Michel Houellebecq el sufrimiento es constitutivo, irreductiblemente constitutivo de la vida humana y es íntimamente vinculada al deseo, a nuestra condición de seres deseantes. A partir de ello, la cuestión de la felicidad, de su posibilidad o su imposibilidad, es un tema recurrente de la obra de Michel Houellebecq. La otra fuente la podríamos describir como crítica, en un sentido histórico, o como diagnóstica. ¿Cómo describir nuestro presente? ¿De qué patologías sufren? ¿Cuáles serían los remedios? Y la verdad es que Michel Houellebecq hace un retrato oscuro, negro, a veces desesperado, de nuestro presente, un presente que podríamos definir como una crisis profunda, sistémica y crónica.
Su obra nos pone frente al malestar, a la inquietud o el desconcierto de nuestra cultura. Estas dos fuentes indican algo como un pesimismo radical de su obra, tanto ontológico como histórico. Michel Houellebecq es posiblemente nuestra conciencia pesimista, como lo fueron en otro tiempo Schopenhauer, un filósofo, el filósofo más importante para Michel Houellebecq, o Émile Cioran, o en el contexto español Camilo José Cela o la generación del 98. Michel Houellebecq es un autor del desencanto, de la desesperación y del desamparo, pero también, y a pesar de todo, de, como lo dice él, la posibilidad de una isla, de momentos, de fragmentos de felicidad. Y de estos momentos, de esas islas, también quiero hablar hoy con Michel Houellebecq. Je résume en 2 mots, mais je crois que oui, ouais, non, j'ai pas tout compris, mais allez-y. Après, les questions seront toutes en français. Non Oui. Donc, j'indiquais qu'en vous lisant, en relisant cet été, j'avais le sentiment qu'il y avait deux sources également présentes, entremêlées, mais distinctes, de votre travail, aussi bien des romans que des poèmes et des essais. Et l'une physique, physiologique, psychique, qui est très liée à l'idée de souffrance. Et donc je fais référence à ces mots qu'on trouve dans un de vos recueils, d'abord la souffrance. Et cela vous mène à poser, sans jamais véritablement résoudre, la question du bonheur, de la possibilité du bonheur ou de la possibilité d'une île. Et puis par ailleurs, je disais que l'autre source est une source plus critique, en cela qu'elle pose un certain nombre de diagnostics sur notre présent, sur ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Et de ce point de vue, la notion de crise est présente comme intégrée à ce diagnostic. Donc voilà, une lignée qui est peut-être plus ontologique, ou en tout cas peut-être à la fois physique et métaphysique, et puis une autre qui serait plus historique, partiellement sociologique et certainement critique. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez répondre quelque chose sur cette espèce de bilan général, mais sinon on passe Disons à la première question. Il y a une remarque, mais presque technique, quoi. Si tout se passe bien pour tous les personnages, le roman s'arrête vite. Donc il n'y a pas vraiment de possibilité de roman dans cette configuration. Après, dans le roman français, en fait, il y a un massif énorme. Bon, au XVIIIe siècle, je pense pas. Le roman anglais a commencé avant le roman français en réalité. Au XVIIIe siècle, plutôt du conte philosophique, ce qui est assez différent du roman. Disons que le roman commence avec un énorme massif qui est Balzac. Et chez Balzac et aussi chez les auteurs romantiques de la même période que lui, il n'hésite pas à expliquer ses personnages. C'est-à-dire à les situer du point de vue classe sociale, à les situer historiquement, etc. Donc à les expliquer en somme. Flaubert a beaucoup changé. Avec le réalisme, Flaubert, puis les naturalistes ont essayé d'enlever cette partie d'explication par l'auteur du personnage. Donc Balzac, c'est une époque du roman où l'auteur se permet d'intervenir pour commenter ses propres personnages
Et ce qui a beaucoup diminué ensuite. Et il se trouve que effectivement, je me rapproche plus de Balzac de ce point de vue-là. Je donne des explications de mes personnages, oui. Je les situe historiquement, sociologiquement. Donc ça peut être vu comme un témoignage historique, oui. Enfin, j'espère être lu plus tard comme ça, comme un témoignage historique d'un moment donné. Très bien. Euh, je vais commencer par une première question qui a trait en fait au rapport entre idées et personnages, personnages au sens littéraire du terme, donc entre pensée et littérature et fiction surtout. Dans un entretien récent de 2023, je crois, vous déclarez croire non pas aux idées, mais aux gens. Pourtant, vos romans et vos poèmes sont nourris et même débordent d'idées, souvent venues de champs et de disciplines aussi variées que la philosophie. Alors, pas la philosophie que vous appelez neuneu, hein, pas la philosophie humaniste, ni ce qu'on appelle aujourd'hui la French Theory, mais Schopenhauer avant tout, Épicure, et puis beaucoup Auguste Comte. Mais par ailleurs, la sociologie, que vous mentionniez, l'anthropologie, les sciences du physique, les sciences du vivant, la physique et les mathématiques. Par ailleurs, vos écrits, tant dans leur rapport à ces discours exogènes, en quelque sorte, que dans les situations et les personnages qu'ils décrivent, donnent véritablement à penser. Alors ma première question est la suivante. Pensez-vous que vos personnages, certains de vos personnages à tout le moins, s'apparentent à ce que Gilles Deleuze appelle des personnages conceptuels? Autrement dit, quel est, selon vous, le rapport entre, d'une part, les affects, les émotions, qui relèveraient plutôt de la littérature, peut-être de l'art, et d'autre part, les concepts, les idées. Qu'est-ce que ça pourrait signifier, qu'est-ce que ça signifie pour vous que d'avoir une idée en littérature? En fait, la question de base, c'est est-ce que l'auteur se permet d'avoir des idées sur ses personnages ou non? Et pour Flaubert, Maupassant, non. Il faut décrire des faits. Et c'est vrai que c'est une limitation. Bon, Balzac se limite en rien, si vous voulez. Et plus j'ai avancé, plus je me suis perçu que j'avais pas besoin de me limiter. Bon, d'abord, pourquoi je me suis aperçu, c'est simple, que les gens pensent, si vous voulez. Ils se contentent pas d'agir, ils pensent aussi dans la vie. Donc les personnages en eux-mêmes peuvent avoir des idées. Ils peuvent avoir des idées différentes les uns des autres. Ça existe aussi. Mais c'est vrai pour beaucoup de choses. Plus j'ai avancé en écrivant, plus je me suis autorisé de rajouter des éléments. Par exemple, au début, j'avais envie de citer les auteurs, mais je ne savais pas comment les mettre pour parler d'autres auteurs. Et à un moment donné, je me suis dit, simplement, un personnage peut lire l'auteur, et c'est tout. Plus récemment, j'ai beaucoup eu envie d'introduire des rêves. Je ne savais pas comment mettre les rêves. Et je me suis dit, les personnages peuvent rêver. Ça existe aussi. Donc, il suffit de prendre l'humain dans sa totalité, y compris le fait qu'il pense. Parce que les gens ont... la philosophie, c'est pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire, un être humain ne vit pas sans avoir une certaine pensée de la vie. Aussi élémentaire soit-elle, hein. Donc on peut aussi introduire des philosophies de la vie élémentaires, c'est un personnage élémentaire. Donc tout est possible en littérature, c'est ça qu'il faut se dire, y compris les idées. D'accord. Mais alors,
ces idées, il faut tout de même les choisir. Donc, est-ce que vous organisez les personnages autour d'une idée dont ils vont être porteurs, ou vous leur prêtez des idées qui sont des idées finalement qui sont là, dans l'air, et avec une sorte de multiplicité de perspectives qui, Hum, entre elles, ne convergent pas? Non, Là. plus ça va, plus j'essaye d'aller vers le n'importe quoi. Et le n'importe quoi est une manière plus juste d'approcher le réel. Parce que c'est vrai que les gens parfois pensent n'importe quoi. Et donc il faut en tenir compte, quoi, si on veut écrire un roman. Enfin, donc les idées les plus saugrenues soient-elles ont leur place. Euh, euh, non mais c'est important de ne pas se Alors, limiter. d'accord. Ben, ce que vous venez de dire me fait penser à la question suivante, qui est peut-être une autre façon de poser la même question, mais peut-être en essayant de cerner un peu plus le propos du livre pour vous. Qu'est-ce que, selon vous, serait un objet littéraire, par opposition ou afin de le distinguer d'autres objets? Dans votre œuvre, l'objet, et peut-être que ça n'a pas été le cas depuis Pérec, mais en tout cas dans le contexte français, mais les objets ont une très grande importance, les objets Oui, techniques. bon, j'ai été. Mais Pérec va beaucoup plus loin que moi, hein, ceci posé. Pérec arrive à introduire des parties d'échecs, des recettes de cuisine, enfin, tout matériau est utilisable pour Pérec. Mais effectivement, moi, je suis allé dans des choses plus restreintes, du genre des modes d'emploi d'appareils électroménagers, quoi. Euh, j'ai peut-être des passages théorie physique un peu compliquée, mais Pérec va plus loin. Pour lui, tout matériau écrit est utilisable. C'est bon, mais il devait avoir des moments de vertige total, hein. Euh, Bon, c'est dans la vie de mode. Donc, j'aime beaucoup Pérec, hein, je veux dire, c'est un. De temps en temps, on me demande mes influences. Pérec n'a pas eu tellement d'influence, à vrai dire, finalement. Il est respecté, mais il n'a pas tellement influencé de gens. Moi, si, il m'a influencé. Non, bon, on le voit bien, il y a une Oui, oui, on présence voit, oui, oui. des objets, soit ordinaires, soit techniques et d'une technicité parfois assez avancée. Et de fait, notre monde est un monde d'objets techniques ainsi que d'objets de consommation. Et l'objet de consommation aussi occupe une très grande importance dans votre œuvre. Oui, oui, j'essaye qu'il y ait le plus de réel possible qui passe, mais je ne sais pas comment dire plus exactement, mais oui, j'essaye de faire passer des bouts de réel, le plus de bouts de réel possible, oui. Mais alors, en entendant cela, je reviens à cette espèce de bilan ou du diagnostic que je posais et qui précisément voulait mettre en évidence la dimension, mais je sens chez vous une certaine réticence, la dimension critique du travail, c'est-à-dire euh, ces objets, oui, ils participent d'un réel que vous voulez rendre, mais en même temps, et souvent au travers d'un biais humoristique, mais on reviendra peut-être à la question de l'humour, la présence de ces objets, je dirais même parfois en étant mentionné avec ce degré de détail, produit un effet un peu comique. Parce qu'on n'a pas toujours nécessairement besoin de savoir que quand un tel ou une telle rentre dans telle auto ou utilise tel four à micro-ondes, il s'agit de telle marque. Et donc, la marque, le modèle très précis, crée, oui, du réel et en même temps toujours une sorte de sourire ou d'amusement. Et je me demande si, là, on ne s'approche pas de la question que je voulais poser, c'est-à-dire Oui, mais de quel objet s'agit-il, de quel objet... mais l'amusement vient, et là, effectivement, c'est là que c'est intéressant, mais c'est du fait que
En fait, c'est important, mais c'est ridicule que ce soit important, quoi. Donc le comique vient de là, en réalité. C'est tout. Mais l'importance, on peut aller un degré au-delà. L'importance est aussi liée à un contexte historique donné qui lui attribue toute cette importance. Donc, une forme de production et évidemment une consommation derrière ce mode de production qui, justement, qui peut être révélée au travers de du degré de précision de l'identification de tel ou tel objet, un four à micro-ondes, une automobile, un ordinateur, etc. Oui. Enfin, bon, il y a des petits passages plus directement ridicules. Par exemple, quand j'utilise il y a un vocabulaire spécial des magazines auto pour parler des autos. Donc quand j'imite un magazine auto, quoi. Il peut y avoir des éléments de comique comme ça. Euh, mais bon, ça existe. Enfin, je veux dire, ma seule excuse, c'est que les choses existent, quoi. En réalité. Euh, c'est- Non, mais vous n'avez pas besoin d'excuses. Bah si, un peu quand même. Je me sens un peu. J'ai besoin d'excuses pour introduire ça dans la littérature, mais c'est juste que c'est là. Je me dis qu'on pourrait peut-être, justement, parce qu'on parlait d'amusement et d'humour, embrayer sur la question de l'humour dans votre œuvre, qui, à mon sens, se joue à différents niveaux et est utilisé comme un moyen d'intensification, de découverte aussi, mais encore une fois aussi comme un moyen de nous remettre en question ou de remettre en question des choses qui nous paraissent absolument évidentes. Mais Et il y a. Enfin, je m'excuse, je vous bien, je vous en coupe, prie. mais c'est là où c'est une des choses où le travail du traducteur est particulièrement difficile, si vous voulez. Par exemple, si, je sais pas s'il y a des Français dans la salle, enfin bon, si quelqu'un dit dans un roman, ouais, pas de souci, c'est amusant en français, mais je ne sais pas comment le dire en espagnol pour que ça soit aussi ridicule. Ouais, pas de souci. Bon, voilà, c'est ce genre de choses. Il y a tout un tas d'effets d'ironie qui sont que j'utilise énormément et qui sont pas, c'est certainement pas simple à traduire d'une langue à l'autre, quoi. Parce que les termes qui ridicules, sur lesquels on ironise, sont pas forcément les mêmes exactement, quoi. Voilà, c'est une remarque, hein, Et annexe. si vous aviez à décrire le genre ou les registres d'humour auxquels vous avez recours, est-ce que, est-ce que vous diriez qu'il y a, vous avez mentionné l'ironie, est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension satirique Est-ce qu'il y a du Oui, mais burlesque dans... oui, mais la satire est dans l'ironie, c'est-à-dire euh, je sais pas, il y a des mots qui, en français, il suffit de les dire et c'est déjà drôle, du genre convivial, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc là, j'utilise souvent l'italique, si vous voulez, pour, disons qu'il y a, bon, ça repose en fait sur l'idée qu'il y a beaucoup de paroles qui servent juste à rien dire, mais c'est de l'huile. Oui. De l'huile pour faciliter les relations sociales. Donc les gens disent des choses qu'on dit, puis voilà, ça roule. La conversation roule. Donc l'ironie consiste à les montrer. Le burlesque, c'est plus rare. C'est plus violent.
Le burlesque, c'est quand le comportement des personnages devient une espèce de mécanisme. Et dans ce sens, c'est pas très loin du tragique, quoi. Et ça, c'est un genre de grand humour, si vous voulez, mais je l'utilise moins, mais c'est un effet plus violent. C'est assez violent, le burlesque, quand même. Je me demande, c'est juste un exemple qui me vient en tête, mais il y en a beaucoup comme ça, je pense, dans votre œuvre, qui ne relèvent peut-être ni du burlesque, mais probablement de l'ironie. Euh, Vous mentionnez, c'est probablement dans une plateforme, je suis même pas certain, à propos du naturisme, vous parlez de la sexualité social-démocrate. Ou, dites-vous, allemande. Oui, Alors, vous voyez, ça fait rire, mais là, surtout les Allemands, d'ailleurs. Pas tellement, mais c'est... mais là, comment dire, Les Allemands pour, adorent ce genre de je, trucs. je crois que c'est drôle en soi si on le lisait indépendamment de vos livres, mais quand on sait. Bon, alors ça, c'est effectivement, ça se rapproche plus du burlesque parce que c'est l'utilisation de termes un peu inappropriés, social-démocratie dans la sexualité, c'est pas évident, quoi. Enfin, je veux dire, oui. Mais ça, c'est le burlesque se produit dans le cerveau, enfin, essaye de connecter social-démocratie et sexualité, enfin, du mal. Oui. Bon, ça, c'est... Oui, ça relève plus du burlesque, mais le burlesque, c'est un mécanisme qui se détraque, en fait, à la base. Et la tragédie aussi, finalement. Enfin, de là, le côté apparenté des deux. Mhm, mhm. Alors, je ne sais pas si vous aurez une réponse à cette question, pas besoin d'en avoir une, mais de même qu'il y a une sorte de sexualité social-démocrate, on se demande, et je dis ça parce que aussi bien dans votre poésie que dans vos romans, il y a à différents moments une critique euh, de, du libéralisme, d'une forme d'utilitarisme, et on pourrait se demander euh, quelle est la sexualité libérale ou utilitariste. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait une réponse à cette question, mais je la mentionne simplement parce qu'elle nous donne à penser quelque chose qui est en fait un objet assez compliqué, qui est la sexualité, dans un cadre plus général, qui est un cadre historique et politique, sur lequel vous avez par ailleurs beaucoup de choses à dire sur un ton qui n'est pas nécessairement humoristique. Oui, mais ça, j'avais déjà fini après Extension de mener la lutte, là, sur le thème. Donc là, j'ai traité ça assez rapidement, finalement, hein. L'extension de mener la lutte, en fait, il y a une page qui est à l'origine de ma célébrité, d'ailleurs, hein. C'était une page brillante. Euh, Après, la social-démocratie, c'est plutôt un truc en France dont on a entendu parler, si vous voulez. Ouais, c'est un peu un mythe, quoi. Enfin, donc c'est un peu, ouais, c'est. Mais du coup, comme on ne sait pas si ça existe, il y a un côté un peu comique en soi. Le libéralisme, non, il n'y a aucun comique dans le libéralisme. On le connaît. C'est- Ouais. Hmm. Alors, je vais peut-être changer un petit peu de registre. Je mentionnais Schopenhauer Oui. en ouverture. Euh, Si je ne me trompe, le seul philosophe sur lequel vous ayez jamais écrit un essai, un essai de, moi je pense véritablement de philosophe, hein, c'est sur Schopenhauer. Et je commençais par mentionner Schopenhauer dans le cadre de cette question de la souffrance, et je voudrais vous inviter à développer peut-être la nature de votre rapport à Schopenhauer, et dire pourquoi, selon vous, si vous deviez vous inscrire dans un horizon philosophique, ça serait celui-là et pas un autre. Enfin, je sais qu'il y en a d'autres qui comptent, enfin, je mentionnais Kant ou Épicure, mais... Alors, avec grand plaisir.
Mais je vais pas parler essentiellement de philosophie, enfin, qui pourraient être les raisons pour lesquelles j'admire Schopenhauer, mais des raisons pour lesquelles je l'aime, en fait. C'est vraiment de l'amour, quoi. Il y a... Bon, un des passages préférés dans Schopenhauer, il cite tous les philosophes du passé qui ont parlé de l'amour. Bon, il se moque un peu d'eux. Il dit Kant, faute de connaissance du sujet, etc. Bon. Euh, la définition de Spinoza mérite d'être citée pour son extrême naïveté. Enfin bref, il se fout de leur gueule, quoi. Et il dit, bon, il conclut quand même que la plupart des philosophes ont nié l'existence de l'amour. Et donc, bon, avec une certaine... il les met en valeur quand même. Il cite leur meilleur passage niant l'existence de l'amour. Et après, il a une phrase splendide. Mais l'esprit de vérité se découvre peu à peu à l'observateur attentif. Voilà, pour moi, Schopenhauer, c'est un observateur attentif. Et vraiment, le compliment que j'aimerais qu'on fasse sur moi, c'est que j'étais un observateur attentif. Et parfois, Schopenhauer dit des choses qui vous surprendraient. Hein. Bon, par exemple, lui qui est plutôt rationnel, partisan de la rationalité, après différentes visites dans des hôpitaux psychiatriques, enfin, l'équivalent à l'époque, hein, c'est un peu primitif, il dit « Mais on ne peut pas nier chez beaucoup de ces malades un réel talent. » Voilà, il est là, il va, il regarde, et il dit ce qu'il voit, même si il n'arrive pas à le caser immédiatement dans sa philosophie, si vous voulez. Donc c'est un observateur attentif du monde. On raconte aussi que dans son vieil âge, il allait souvent aux eaux de Francfort et il passait des après-midi à regarder un orang-outan dans les yeux. Sous les sangs, vraiment, il n'a pas conclu sur l'orang-outan. Sur l'intelligence chez les grands singes, etc. Mais c'était quelqu'un qui observait le monde avec attention et sans préjugés. Si vous voulez, bon, sur la fin, il se met à s'intéresser au spiritisme. Il se demande si ça n'existe pas, alors que ça ne rentre pas dans sa philosophie, si vous voulez. Donc c'est ça aussi Schopenhauer. C'est quelqu'un qui toute sa vie s'est intéressé prodigieusement au progrès des sciences, à tout ce qui pouvait... Qui, sur la fin de ses jours, s'est mis à apprendre le sanskrit, si vous voulez. Alors qu'il n'avait plus tellement le temps d'apprendre le sanskrit, il était mourant. Et donc, c'est quelqu'un dont la curiosité par rapport au monde n'a jamais cessé. Et voilà, donc c'est aussi ça, Schopenhauer, indépendamment du système qu'il a mis au point, qui est assez grandiose, à mon avis. C'est aussi quelqu'un qui observait le monde avec une énorme attention. Très bien, c'est très, très joliment dit. Peut-être je voudrais enchaîner un peu sur Schopenhauer et sur afin de savoir jusqu'à quel point vous le suivez. Et je voudrais parler un peu avec vous de l'esthétique de Schopenhauer. Et faire référence à une phrase que vous écrivez En présence de Schopenhauer, donc votre essai de 2017, et vous écrivez « La contemplation paisible, détachée de toute réflexion comme de tout désir, de l'ensemble des objets du monde, voilà l'esthétique de Schopenhauer. » Alors je pense que c'est effectivement parfaitement résumé, mais si on lit une autre de vos phrases, qui relève peut-être d'une sorte de manifeste poétique que vous écrivez dans Rester vivant, et que vous intitulez
frapper là où ça compte. Hein. Je me suis demandé comment traduire ça en espagnol. Golpear, non, dar en el clavo, je sais pas. On lit ceci. Toute société, moi j'aime énormément ça, ce mot d'ordre en quelque sorte. Toute société a ses points de moindre résistance, ses plaies. Mettez le doigt sur la plaie et appuyez bien fort. Creusez les sujets dont personne ne veut entendre parler, l'envers du décor. Insistez sur la maladie, l'agonie, la laideur. Parlez de la mort et de l'oubli, de la jalousie, de l'indifférence, de la frustration, de l'absence d'amour. Soyez abject et vous serez vrai. Et je me dis, cette phrase-là, elle est très loin de l'esthétique de Schopenhauer, pour qui l'esthétique était avant tout, ou l'art, en tout cas, était une tentative, surtout telle qu'elle est incarnée dans la musique, afin de nous libérer absolument de l'emprise de la volonté, en nous permettant d'en faire l'expérience à l'état pur, d'en percevoir l'essence même. Et donc je voulais vous demander si ce genre de phrase qu'on peut lire dans Rester vivant, et qui je crois est un mot d'ordre auquel vous restez fidèle, et relève pour vous toujours d'une forme d'attitude schopenhauerienne, ou est-ce qu'elle va au-delà de la... Oui, il semblerait que vous parliez vraiment de description, mais en même temps, il y a... Alors bon, il peut y avoir une interprétation très désagréable pour moi. Je vais quand même citer. C'est que les phrases, là, c'est plutôt des conseils comment vous voulez réussir dans les lettres, quoi. Ouais. Ça pourrait être une méthode comment réussir dans la vie d'écrivain. Bon, par ailleurs, c'est vrai qu'idéalement, il faudrait réussir à décrire le pire en restant froid. Je ne suis pas sûr d'avoir tout le temps réussi. Mais c'était le but. Garder une espèce d'équilibre froid dans la description. C'est-à-dire le côté instrument de chirurgie du chirurgical, quoi. C'est dégueulasse, mais on a un scalpel quand même, quoi. Enfin, c'est... Bon. Par ailleurs, musicalement, c'est vrai que j'aimais beaucoup Black Sabbath quand j'étais jeune. Je sais pas si Schopenhauer adoré. Pas sûr. Je suis pas sûr du contraire non plus, quoi. Donc, j'ai peut-être un peu... Oui, j'ai... Mais... Bon, il attaque beaucoup le dégoûtant, le répugnant. Mais c'est vrai que j'ai essayé de... Enfin, je sais pas si j'ai réussi, à vrai dire, mais j'ai essayé, même quand la chose était répugnante, de pas aller trop, de rester assez froid. Mais je dois reconnaître que j'ai pris des risques par rapport à ce que dit Schopenhauer. Oui. Oui. Bon, on passe sur le sujet, je suis un peu gêné là sur le sujet. Là. Donc on passe à un autre sujet. Oui. Je voudrais revenir progressivement à l'idée d'amour, à la place de l'amour et aux magnifiques pages qui égrènent en quelque sorte, vos livres sur l'amour. Mais je voudrais le faire à partir peut-être toujours de ce point de départ schopenhauerien et de ce diagnostic peut-être un peu sombre sur la présence de la souffrance comme le lot qui nous revient à tous, et
de ce que vous appelez la possibilité du Nil ou la possibilité du bonheur. Le terme de possibilité est un terme vraiment récurrent dans votre œuvre et un terme qui, qui, qui est très fort parce que quand cette possibilité, ces moments ces possibilités sont réalisées, ce sont des moments en général d'une extrême intensité qui ne sont jamais amenés à perdurer. Mais tout de même, il y a au fil des romans différentes lignes qui sont esquissées et qui sont comme des voies de bonheur possibles que vous semblez explorer. Et il n'y en a jamais une, semble-t-il, que vous semblez privilégier ou qui semble prendre le dessus sur les autres. Donc j'en mentionne quelques-unes et peut-être voudrez-vous vous arrêter sur l'une ou l'autre. Mais une première serait la voie du plaisir, hein, l'hédonisme, la voie du plaisir sexuel, qui a une place très importante dans vos livres. Une autre serait exactement le contraire, plus schopenhauerien, bouddhiste, celle de l'ascèse, telle qu'elle s'incarne peut-être dans la religion éléomite de la possibilité du Nil. Et une autre encore serait une voie un peu utopiste. Vous avez à différents moments parlé de ces traditions d'utopie socialiste qui apparaissent juste encore une fois comme des moments très forts mais presque impossibles à inscrire dans la durée ou à généraliser. Donc vous avez ces très belles pages sur William Morris par exemple, sur Fourier aussi. Et puis il y a enfin, et j'y viens, l'amour qui semble peut-être la voie au bout du compte privilégiée, même si quand vous parlez d'amour, et ça rend ces pages plus belles encore, il y a toujours la mort qui est inscrite en filigrane. Alors on pourrait dire rien de nouveau dans cet assemblage d'amour et de mort, de Ross et de Thanatos, mais la façon dont vous le rendez, je crois, eh bien, justement, font de ces moments, de ces petites îles, des moments rares et précieux. Et puis, l'ultime, et alors peut-être peut-on parler de l'une ou de l'autre, là je vous laisse répondre, et c'est surprenant quand on sait les positions que vous avez eues un temps sur la religion, l'ultime est la religion, ou le religieux, pour le dire de façon un peu plus large, et là j'aimerais vraiment beaucoup qu'on parle de ça, hein. Mais je vous laisse répondre. Disons que je peux commencer par la fin, hein, Oui, surtout. en disant que il y a des êtres religieux heureux par la religion, j'en ai rencontré, ça existe. Et je veux dire, après tout, il ne s'agit pas vraiment de savoir ce à quoi je crois. Enfin, je veux dire, c'est pas la seule question en tout cas. Mais quelqu'un est abîmé en Dieu et très heureux, bah, très bien pour lui. Enfin, je veux dire, mais je l'ai vu. Et je sais que c'est pas bidon. Enfin, je veux dire, donc je peux en témoigner. Le plaisir aussi, d'ailleurs, oui, ça existe. Enfin, je veux dire, je suis pas là pour. Et je veux surtout pas être maître à penser, quoi. En fait. Non, mais je comprends bien. Et Surtout pas. bien. Mais bon, après Bon, en fait, dans l'amour, la fin d'anéantir, en réalité, la fin du livre marche aussi, parce qu'elle croit sincèrement à la réincarnation. Et au fait que tout renaît, il y a
que les moments sont éternels. Elle ne fait pas semblant d'y croire, elle y croit vraiment, Prudence. Donc effectivement, si on se dit qu'un moment qu'on est en train de vivre est éternel, ça change un peu la perspective. Euh, si on... Oui, si on se dit que c'est un moment fugitif qui va s'effondrer, c'est différent. C'est différent de penser qu'on est constamment dans l'éternité. C'est autre chose. Mais les deux pensées existent quoi, dans le monde. Donc bon, au fond, je suis vraiment intéressé par ce que les gens pensent, mais plus que parce que moi je pense en réalité. Et et c'est vrai que de temps en temps, ça me secoue de voir des gens qui pensent des choses qui me paraissent complètement stupéfiantes. Donc voilà, ben, j'écris parce que en grande partie pour ça quand même, pour rendre compte oui, de tout ça. Là, et bizarrement, la chose que j'ai le moins rencontré dans tout ce que vous avez cité, ouais, c'est pas vraiment bouddhiste d'ailleurs, c'est plutôt épicurien. C'est le bonheur par la modération et la sagesse. Ça, j'avoue que j'ai jamais vu en fait, si vous voulez. C'est dommage, hein, parce que mais j'en ai entendu parler. Surtout par Épicure d'ailleurs, hein, en pratique. Hein. Mais c'est vrai que le calme, la modération dans les plaisirs, l'équilibre, ok. Si ça marche, hein, moi vraiment, tout est bon à prendre de ce qui marche, mais je l'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu de gens comme ça. J'ai vu des gens mystiques heureux, mais des gens modérés heureux, non. Bien. Bon, ben, écoutez, on m'a fait signe qu'on avait vraiment, on était à court de temps, donc Ah oui, on doit maintenant mettre fin à cette conversation qui m'a vraiment enchanté. Donc je vous remercie infiniment de votre présence, de votre participation. oui. Je suis désolé de terminer un peu négativement sur Épicure, que j'aime beaucoup. Non, mais c'est peut-être une invitation à chacun Je peux faire, dire un peu de bien d'Épicure pour surtout, terminer. surtout. Mais vous vouliez dire du mal de Camus, je me souviens. Ah oui, oui, je veux dire du Parce que mal de on Camus. s'était dit qu'il y a une chose qu'il fallait faire, c'était de dire du mal de Camus. Ouais. Oui, parce que la phrase le suicide est la seule question philosophique intéressante, pas une des phrases les plus bêtes que j'ai jamais entendues, quoi. Voilà. Voilà, donc, Bon, parce qu'il était question que nous abordions la question du suicide, parce qu'on se suicide on va beaucoup, pas parler de ça, on n'a pas le temps. non, dans vos romans, mais tout ça pour dire qu'on ne l'abordera pas, et ça sera pour une prochaine fois. Mais Donc, n'empêche que l'argument d'Épicure contre la mort, vous le connaissez, je oui, le oui, bien sûr. rappelle parce que Rappelez-le, rappelez-le. Ouais. rappelez-le, donc quand je ne rencontrerai jamais la mort, parce que quand je suis, la mort n'est pas. Et quand la mort est, je ne suis pas. Et ben ça, effectivement, ça a marché en moi. Je n'ai plus peur de la mort du tout. Ah ben, vous voyez, donc vous êtes un exemple vivant d'épicurisme. Donc voilà un cas sur lequel Épicure s'est pas planté, Bon. si vous voulez. Vraiment. Non mais voilà, je tenais beaucoup à ne pas dire uniquement du mal d'Épicure parce que c'est un de mes... J'aime beaucoup quand même. Je vous laisse conclure parce que Très bien. Non, mais la conclusion est concluez. toute faite. Je vous remercie et De rien. à très bientôt. Non, Merci.